Sur cette chanson, je crois pas en entier. Ah ouais, d'accord. Le top 5 des chansons pour danser l'été. Cet été, Estelle à Nice. Le groupe américain sort cette chanson en 1985. C'est d'ailleurs l'un des tubes de l'été 85. Alors vous l'écouterez sûrement cet été en bikini, puisque Météo France annonce un été plus chaud que la normale. Louise à Madrid. On va nous écouter sur l'appli Nostalgie de Jean-Noir Moulin. Premier titre, un des premiers titres du groupe Wham. Un an avant leur plus grand succès, Wake Me Up Before You Go Go, le duo Wham sort cette chanson qui sent bon. Et à partir de 290 € par mois. Elle est des 36 mois, 30 000 km. BMW e-tron édition 360 catégorie avec majoration. Ils viennent de partir de Paris, là. Le cortège présidentiel vient de partir de Paris. Donc ils ont rendez-vous rue de la Tour, enfin. Avec qui ils ont rendez-vous? Avec le cortège présidentiel. Ouais. Et le cortège présidentiel, il a rendez-vous avec qui, vous savez? Alors là, il va faire les visites. Ouais, c'est prévu, visites organisées. Ouais, c'est prévu organisé. Normalement, il doit y avoir plein de policiers et tout, mais c'est ça qui. Peut-être ils sont tous avec le cortège des. Ouais, parce qu'il dit, ouais, c'est un cortège présidentiel avec la police et tout, quoi. Et ils vont passer où, à Eun, oui? Bah, je pense à EA parce qu'ils viennent de Paris. Donc lui, il a rendez-vous rue de la Tour. Il m'a montré, il a laissé passer? Bah, il a laissé pas laissé passer, c'est le GPS sur celui-là, un rue de la Tour. Ouais. J'emmène la presse au fait. Ouais, lui, il a le service presse avec lui en fait. Ok. Donc ouais, droit, à droite. Voilà, vous suivez la route, là, vous allez partir à droite, et vous verrez, de toute façon, juste avant votre sortie de virage, sur votre droite, vous allez avoir tout le service de des banques. Et la rue de la Tour, elle est entre les banques et la Tour. Et la Tour, d'accord. Ok, merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous aussi. Fatafittat saya, demi ada tomle rue de la Tour atau naton. Ok. Allô. Dia rue de la Tour aussi, c'est où? Ah, celui-là, rue atau naton Rensis yuk. Atau natonnya tuh. Dah selalu tak pikirin dulu. Oke. Tournez à droite sur rue du Caducée, puis tournez à droite sur rue de la Tour. Tournez à droite sur rue de la Tour. Dans 200 mètres, vous arriverez sur marché de Rungis-Sémaris. Ini sering. Ici.
Voilà, on va. De la maquette et du marché, l'ensemble de ces composants. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça enregistre. C'est bon. On a changé bientôt, mais c'est bon. Bon, vous êtes bien arrivé, pas de problème. Presque. Ah, vous prenez l'avion directement. Oui, je savais que vous alliez faire un petit moment. Bon, en tout cas, c'est gentil d'avoir maintenu la visite quand même du marché, quelle organisation qu'on a prévue pour votre président, qu'on sera ravis d'accueillir à une prochaine occasion, on espère. Je pense qu'il a envie de le visiter aussi, hein, je crois. Voilà. Bon, ça tombe bien, puisque c'est vrai qu'il n'aurait pas vu la marine, ça aurait été quand même embêtant. Puisque le lundi, le pavillon de la marine n'est pas ouvert. Parce que comme il n'y a pas de pêche le week-end, du coup il n'y a pas de produit le lundi. Donc l'ouverture du pavillon de la marine, c'est à partir du mardi. Voilà. Je vous propose de vous mettre autour de la table. Je vais vous faire une petite... en attendant que notre bus arrive. Voilà, mettez-vous autour, comme ça vous allez pouvoir... Tout le monde parle français, non, peut-être pas? Oui, tout le monde parle français. C'est très bien. Voilà. Donc, Rungis, c'est le premier marché mondial de produits frais. Uniquement de produits frais. Ce marché a été, pour faire juste un petit peu d'histoire, ce marché a été créé en
en 1959 par le général de Gaulle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France. Le général de Gaulle qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a souhaité structurer l'alimentation en France, et donc il a créé, avec son gouvernement, le statut de marché d'intérêt national. C'est important de comprendre l'histoire parce que ça explique un petit peu l'organisation et le fonctionnement de ce marché. Donc il a créé cette structure, il l'a créée dans plusieurs villes de France, hein, on a une vingtaine de marchés d'intérêt nationaux, et la particularité de ce statut, c'est qu'en fait, le sol et le bâti appartiennent à l'État. Nous sommes ici sur l'espace public, ce n'est pas un marché privé, hein, c'est l'État qui est propriétaire du sol et du bâti. Tous les investissements que nous faisons sur ce marché, tout ce qu'on construit et tout ce qu'on développe et tout ce qu'on améliore appartient au final à l'État. Et l'État, en même temps que De Gaulle a créé les marchés d'intérêt nationaux, il a créé les sociétés de gestion pour gérer ces marchés. Nous sommes la société de gestion du marché de Rungis. Il y a 19 autres sociétés. Généralement, ce sont les métropoles, les villes qui gèrent les marchés. Rungis, c'est un statut un petit peu particulier, et sa société de gestion dirige, organise et régule ce marché depuis donc 1959 la décision, 10 ans pour récupérer l'ensemble des 234 hectares pour construire les pavillons, et 10 ans plus tard, en 1969, nous fêtons cette année le 50e anniversaire, en 1969, le marché, l'ex-Halle de Paris, vient s'installer à Rungis, et donc depuis 1969 et 1973, avec l'arrivée des produits carnés, ils ne sont pas venus tout de suite, ils sont passés d'abord par les abattoirs de la Villette à proximité de Paris, mais qui ont rejoint ensuite Rungis en 1973. Donc on peut dire que dans cette organisation-là, le marché existe depuis 1973. Alors, en 1973, ce n'était pas le premier marché mondial de produits frais, mais petit à petit, il s'est développé, il est monté en gamme de produits, en qualité, en diversité. Il a étendu son périmètre, il est sorti hors de Paris, puis hors de l'Île-de-France, pour rayonner et distribuer au niveau national, voire maintenant même au niveau international. Et c'est cette organisation et ce fonctionnement et la richesse des produits que nous trouvons sur le marché, puisque tout ce qui se mange se trouve à Rungis, y compris les fleurs qui se mangent, mais même celles qui ne se mangent pas se trouvent aussi à Rungis. C'est ce qui en fait le premier marché mondial de produits frais. Alors effectivement, les chiffres sont toujours éloquents. Hein. On a 1200 entreprises, 12 000 salariés, on a un chiffre d'affaires de 9 milliards accumulé de toutes les entreprises, on a à peu près 35 000 clients encartés, puisque comme c'est un marché de professionnel à professionnel, il faut une carte d'acheteur pour pouvoir rentrer sur le marché et acheter. Nous sommes la centrale d'achat des commerces de proximité. Qu'est-ce qu'on appelle des commerces de proximité? Ce sont les bouchers, les volaillers, les fromagers, les primeurs, les restaurateurs, les marchés, tous les marchés de plein vent de Paris, les marchés de quartier viennent s'approvisionner à Paris. Ça nourrit à peu près, chaque jour, Rungis nourrit 18 millions de consommateurs. Voilà ce qui en fait le premier marché mondial de produits frais. Nous avons chaque jour, vous avez vu, vous êtes arrivé par un péage, nous avons 4 péages pour sécuriser les entrées de ce marché. Nous avons les gros jours de marché, nous avons à peu près 25 000 entrées au péage. Donc ça veut dire que les gros jours de marché, nous avons 12 000 salariés, 25 000 acheteurs, ça fait à peu près une petite ville de 30 000 personnes qui vivent et qui commercent sur le marché de Rungis. Voilà. Le marché est organisé en secteurs, en secteur alimentaire, par produire, par filière de produits. La première filière qu'on visite généralement, c'est la filière de la marée, avec tout ce qui vient des produits poissons, crustacés, mer, rivières. Ensuite, le deuxième secteur, c'est le secteur des produits carnés, où on trouve tout ce qui concerne les filières de la viande, de la volaille, du porc, de la crêperie, des abats. Ensuite, on a un
Troisième secteur qu'on appelle gastronomie, fromage, épicerie, épicerie fine, foie gras, des choses comme ça. Ensuite, un secteur le plus important, le secteur des fruits et légumes, que nous visiterons. Et enfin, un dernier secteur, qui est le secteur de l'horticulture et de la fleur coupée, c'est-à-dire tout ce qui est fleurs et plantes en pot. Voilà. Donc c'est important de comprendre ce mécanisme, parce que c'est en fait celui qui permet à ce marché de se développer et de fonctionner comme il fonctionne. De l'espace public qui est réservé exclusivement au commerce de produits frais. La société de gestion ne peut pas faire autre chose que du commerce de produits frais. On ne peut pas construire de logements, on ne peut pas faire autre chose que des produits frais. C'est un traité de concession que nous avons avec l'État. Et de la même manière que les opérateurs, ce qu'on appelle les grossistes, les opérateurs qui travaillent sur le marché, ne peuvent vendre bien sûr que des produits frais ou des produits industrialisés, transformés, en tout cas des produits qui rentrent dans les critères que nous avons définis pour la vente de produits sur ce marché. Voilà. Nous avons une particularité. La majeure partie, bien sûr, des produits nous arrivent de l'amont par camion. Nous avons néanmoins un terminal ferroviaire avec une ligne de chemin de fer, Perpignan-Rungis, qui nous permet d'approvisionner une grande partie des fruits et légumes pour ceux qui arrivent du sud de la France, de l'Espagne et un petit peu du Maroc. Et puis nous avons bien sûr deux aéroports, Roissy et Orly, le plus proche, qui nous permettent aussi d'acheminer un certain nombre de produits qui viennent du monde entier et d'exporter aussi 10% de nos produits. Nous commercialisons un peu plus de 2 700 000 tonnes de produits frais. Je veux dire. Donc on en importe, ça c'est intéressant, on en importe 40% et on en exporte 10%. On est obligé d'en importer 40% parce que si vous voulez avoir toute l'année tous les produits qui se mangent, vous ne pouvez pas ne travailler qu'avec la production française. Donc vous êtes contraint de faire le tour du monde en fait pour avoir des cerises, des mangues ou des haricots verts toute l'année, ou des plantes ou des fleurs toute l'année. Donc ça nous contraint à importer 40% de nos produits, mais la qualité de nos produits, la reconnaissance d'un certain nombre de nos produits gastronomiques, comme le foie gras, comme le homard, s'exporte dans le monde entier, généralement par avion. Voilà, donc un marché qui vit, qui investit énormément dans ses locaux, dans ses pavillons. Nous avons un plan d'investissement sur 10 ans d'1 milliard d'euros. 500 millions sont investis directement par la Scénaris dans la construction ou la rénovation de pavillons. Et 500 millions sont investis par les opérateurs, puisque quand nous construisons, on construit juste ce qu'on appelle le clos couvert, les murs, et les opérateurs investissent eux pour aménager l'intérieur de leur outil avec ce dont ils ont besoin pour pouvoir travailler. Voilà. Que vous dire d'autre sur ce marché? Nous accueillons beaucoup de délégations étrangères. D'ailleurs, le directeur international était là. Il est dehors, il nous accompagnera pendant la visite. Pourquoi? Parce que ce modèle de fonctionnement, puisque c'est le premier marché mondial de produits frais, ça veut dire que c'est un modèle qui fonctionne bien, ça veut dire que c'est un modèle pérenne, ça veut dire que c'est un modèle qui se développe, et c'est un modèle qui, bien sûr, permet à d'autres villes ou à d'autres pays de pouvoir reproduire ce modèle dans leur pays. Nous l'avons développé en France, puisqu'on a repris la concession de la ville du marché de la ville de Toulouse, que nous gérons depuis le 1er juillet 2017, puisque la métropole de Toulouse a estimé qu'elle n'était pas capable, en tout cas pas dans de bonnes conditions, de gérer son marché. Donc elle a fait un appel d'offres que nous avons remporté, et nous gérons donc depuis le 1er juillet le marché de Toulouse. Mais nous sommes aussi présents à l'international. On a Bertrand Ambroise, le directeur international, qui de temps à autre se pose à Rungis
entre deux voyages en Égypte, au Bénin, en Uzbékistan. Voilà, exactement. Voilà, donc, ce que je vous propose aujourd'hui, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, j'en suis désolé, le lundi, la marée n'est pas ouverte, le pavillon de la volaille non plus, donc nous allons démarrer par le pavillon de la viande, que vous voyez quand même un petit peu ce que c'est que le commerce de la viande de carcasse. Ensuite, on fera un petit tour dans une épicerie fine, un petit tour si on a le temps au fromage, on s'arrêtera ensuite longuement aux fruits et légumes, avec un pavillon de fruits et légumes, et puis un carreau des producteurs qui est un endroit où les producteurs franciliens viennent apporter leurs produits à la vente directe, qui est un cas particulier à Rungis. Et puis ensuite, on terminera par un petit déjeuner où on pourra poursuivre cette conversation. Voilà, si ça vous va. Très bien, ça vous va très bien. Bon, voilà. En attendant, je vais vous distribuer. Voilà, un petit sac à vous avez trouvé une petite blouse blanche. Je vous invite à revêtir. Voilà, parce que comme on est pavillon sous agrément sanitaire, il faut qu'on ait une blouse blanche pour pouvoir. Oui, c'est monotone. Pas de souci. Après, vous pouvez garder le sac. Je vous ai mis dedans le rapport d'activité de cette année. Voilà. Ça vous permettra d'avoir un peu de lecture à votre retour, un peu de documentation. Allez-y, le mieux c'est de la revêtir ici, comme ça vous serez tranquille en arrivant. On vient prendre un bus. Non, ils ne sont pas là. Ah. Tu as visé le premier ? Non, pas. Bon, je suis journaliste, grosso modo. Quels sont vraiment les pays qui importent le plus? Les pays qui importent le plus? Bon, sans spécialité, hein, sans... Disons en Afrique pour restreindre. On n'a pas de pays qui nous importe le plus. Ce qui est important, c'est la relation qu'on établit avec les pays qui sont demandeurs. Et c'est surtout la possibilité et la capacité qu'ont ces pays à pouvoir développer le modèle de Rungis dans leur propre pays. C'est ça qui nous tient à cœur. Il n'y a pas plus d'importance en Égypte, à Madagascar, au Bénin. C'est pas le problème. Le problème, c'est de concevoir avec le pays tiers, avec le pays partenaire, d'étudier avec lui la possibilité d'installer et de créer un marché de gros similaire à celui de Rungis dans son pays et de l'accompagner dans toute la phase d'études, de construction et de développement. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Oui, Dominique Batanier, directeur du marché de Rungis. Merci beaucoup, monsieur. Justement de retravailler leur chaîne de valeur sur l'agroalimentaire et de mettre en place des infrastructures agrologistiques qui vont le permettre de mieux valoriser leur production agricole et puis surtout d'importer ou d'exporter leurs produits.
un certain nombre de marchés, soit au Vietnam, aux Philippines. Je rentre de Singapour et de Malaisie pour quelques jours. Des sujets aussi en Asie centrale, des pays importants en matière d'agriculture, le Kazakhstan et surtout l'Ouzbékistan, et l'Afrique, par exemple. On accompagne le Bénin. Voilà. On a un projet, souvent des projets d'échelle étatique où une autorité publique se saisit de ce sujet et décide de se doter d'une infrastructure agrologistique. Mais la société d'exploitation est publique ou privée? Alors ici, la SEM est publique-privée. Voilà, c'est une SEM. Alors historiquement, elle était publique. Voilà, quand la société s'est créée en 1963, où l'État français a décidé de se doter d'un nouvel outil agroalimentaire. Marché comme l'a dit Dominique Hubert en 1969. C'est la SEMARI, Société d'aménagement du marché de Rungis, qui a porté le développement du marché. Et puis après, dans le cadre de nos développements, l'État français a privatisé en partie la SEM en faisant rentrer un certain nombre d'interlocuteurs au capital. Alors jusqu'il y a peu, c'était Altarea Cogedim, qui était un des premiers promoteurs immobiliers français. Et là, on a Crédit Agricole Assurance, qui nous a rejoint depuis quelques mois pour nous accompagner. Donc le sujet de la gouvernance sur les marchés, c'est aussi des sujets qui sont importants et sur lesquels on réfléchit dans nos affaires internationales. C'est qu'en plus de créer l'infrastructure, de réfléchir sur les filières, de travailler le modèle immobilier, on accompagne aussi nos partenaires dans la réflexion sur la gouvernance. Comment on s'interface avec les autorités publiques, avec le ministère de l'Agriculture. Vous le verrez, le marché de Rungis, on le voit là ici, c'est à la fois un marché physique, mais aussi un marché logistique. Donc on a cette dualité entre marché physique et produits agroalimentaires français ou étrangers. Puis la logistique, c'est souvent une affaire qui est plus privée. Ce type de gouvernance publique-privée fonctionne assez bien et à l'échelle internationale, beaucoup de marchés sont en réflexion. Est-ce que les compagnies consulaires sont impliquées ici dans la Chambre de commerce de Paris? Oui, la Chambre de commerce de Paris est impliquée. C'est vraiment une infrastructure extrêmement transversale, le marché de Rungis. Oui, la Chambre de commerce est associée au conseil d'administration, même s'il n'est pas des actionnaires, mais elle est associée au fonctionnement dans la réflexion stratégique. Les principaux actionnaires sont l'État, Crédit Agricole Assurance, la ville de Paris, le Conseil général, la Caisse des dépôts. Les grossistes, aussi. Donc c'est une organisation partenaire qui fait sa richesse aussi, qui fait sa diversité et qui implique plusieurs actions, plusieurs actionnaires, chacun dans leur domaine, dans leur spécificité. Comme je disais sur le précédent actionnaire, Altarea Cogedim, qui était un spécialiste des centres commerciaux, qui nous a apporté effectivement. Et Rungis c'est côté en bourse. Non, Rungis n'était pas côté en bourse. Voilà, bon, je vous propose de démarrer la visite. On continue la discussion pendant. Le marché en revanche, la société de gestion peut céder des pouvoirs, les actionnaires, donc c'est ce qu'a fait l'Altarea quand il a cédé pour ne pensez pas à Crédit Agricole. Allez-y qu'on regarde si tout le monde rentre, normalement oui. Ah ben je sais pas, on va couper alors. C'est quoi ce car là? On va dire un 19 là. Non, mais mais là, il n'y a pas assez de place. Il y a 17 places. 17. Avec le remettre dehors. On met de la place au fond.
on va filmer. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, je peux rester là. Attention, debout, c'est normalement ça. Il y a de la place. Allez-y. Thierry, tu m'ouvres? On a une place, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Complet? Ok. C'est bon. Il n'y a pas de coup. C'est bon. Pardon? Ça y est, je le vois. Je vais le laisser passer. Il m'appelle, j'étais au péage. J'ai dit, vous êtes tout chez moi? Bah, j'arrive. Il est écrit 6h30. Voilà, le pavillon des viandes là, ici. D'accord. Tu vas te garer à côté du
Salut Michel. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Tu vas bien? Avec ma taille, bonjour, bienvenue. Déjà, bienvenue à tous. Nous sommes ici dans le secteur des produits carnés. Le secteur des produits carnés a démarré un petit peu après l'ouverture du marché. Le marché ouvre en 69, nous on est là en 73. Le secteur des produits carnés, c'est 4 sous-secteurs. La viande où nous sommes, la triperie, la volaille et le porc. Le tonnage global du secteur en complet, 250 000 tonnes de produits par an, pour un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Pavillon de la viande où nous sommes, c'est 10 grossistes. C'est environ 100 000 tonnes de produits, bœuf, veau et agneau, pour un chiffre d'affaires de 600 millions. Pour le bœuf et pour le veau, vous avez à peu près 50% d'échanges intracommunautaires. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, pour l'instant. Et pour le bœuf, on a un petit peu d'importation. Argentine, Brésil, Japon, ce qu'on fait. La viande de Wagyu, ce qu'on appelle plus communément la viande de Kobe. Et Kobe, c'est une région du Japon, donc le nom de la viande, c'est la viande de Wagyu. On va traverser le pavillon, et si vous avez des questions, bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si, pour l'agneau, donc pour le bœuf et le veau, on avait 50% d'échanges intracommunautaires. Pour l'agneau, 75% d'échanges intracommunautaires et importations. 25% seulement d'agneaux français. On a des agneaux en échange intracommunautaire Angleterre-Irlande et en importation Nouvelle-Zélande. On va avancer un petit peu, je vais vous montrer comment on assure la traçabilité. Et ici, vous avez sur ma droite et sur votre gauche, donc, quelque chose qui est unique sur le marché de Rungis. C'est le seul bâtiment sur le marché de Rungis pour qui, chez chaque grossiste, il n'y a pas une caisse et une caissière, mais une caisse centrale. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne chez le grossiste. Mais une fois qu'il a bien noté, mis son code client, c'est stocké en informatique. Le client vient, met son badge devant un lecteur optique. Sa facture sort automatiquement. Il part avec la marchandise sans payer. Tous les vendredis, mes garagistes envoient toutes les factures aux clients et ils ont 8 jours pour payer leurs factures. Donc on va avancer dans le pavillon et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ah, M. Boudillon? Très bien, monsieur. Tout le monde paye. C'est historique. Il y a eu un transfert. Bon. Allez, je vais leur baisser. Ils peuvent les vendre après. Alors, il n'y a qu'un minimum. Ils doivent garder, quand ils achètent un poste, ils doivent le garder au minimum 3 ans. Pour éviter qu'ils achètent un poste et qu'ils revendent tout de suite en faisant de la plus-value sur notre dos. Donc ils sont obligés de le garder 3 ans. Au bout de 3 ans, ils peuvent le vendre. Alors, on est quand même une autorité qui agréons les repreneurs. On peut le refuser. Si c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation, si c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, voilà. On a un droit de regard sur les repreneurs. Mais s'il n'y a pas de problème, on agrée tous les repreneurs. Non, 25% d'agneaux français. C'est bon, c'est pour la photo d'agneaux français. Et pourquoi 25%
sang, est-ce que c'est dû à une... c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est dû à une... C'est qu'on a de moins en moins d'éleveurs. D'éleveurs d'agneaux, c'est tout, hein, ouais. Et donc, mais sur l'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'importations qu'on fait depuis l'Afrique Peu. Peu. C'est inexistant. Ça va y bien faire? C'est pas qu'en Europe, on fait des ouais. Ah oui, oui, ici, moi. Aucun abattage sur un geste. On va s'arrêter là. Je vais vous expliquer comment on assure la traçabilité, parce que c'est quelque chose de très important. Oui. Alors, comment assure-t-on la traçabilité? Chose très importante. Les animaux sont abattus à l'abattoir, dans un cachet de l'abattoir. Ils arrivent ici le soir entre 20h et 2h du matin. Dès qu'ils arrivent, ils sont déchargés sur le quai du grossiste qui est au bout du magasin. Ils passent sur les rails. Et sur les rails, il y a tous les 15 mètres un rail qu'on appelle un rail peseur. Un rail peseur pèse la viande. Une fois que la viande est pesée, on lui sort 2 étiquettes. Ici, 2 étiquettes. Sur chaque étiquette, vous avez un code barre. Sur le code barre, vous avez toute la vie de l'animal. Là où il est né, là où il a été élevé et là où il a été abattu. Ça sert également à la facturation pour la caisse centrale. Quand le vendeur a négocié avec son client, puisqu'aucun prix n'est affiché, tous négocient. Une fois que le vendeur a négocié avec son client, il pianote sur son petit terminal informatique son code vendeur, le code du client, il fait lire sous lecteur optique la petite étiquette avec le code barre, et sur la facture sortira automatiquement là où il est né, là où il est élevé et là où est abattu l'animal. Ce qui fait que notre boucher, s'il est contrôlé par les services vétérinaires chez lui, il a la facture avec la traçabilité de la viande qu'il a achetée. Cette traçabilité, elle est standardisée alors. Elle est standardisée ici. La carcasse, si le boucher n'en achète que la moitié, elle va repasser sur le rail peseur, on va ressortir 2 étiquettes. Et ça, c'est la société de gestion qui fait le... C'est grossiste qui fait ça. C'est lui, non. C'est interne. La matrice même de la traçabilité, c'est vous qui le faites? Non, c'est Mécaragis qui l'a fait, c'est la caisse centrale qui l'a fait. La matrice, c'est la caisse centrale qui l'a fait. C'est leur manière de fonctionner. La viande ne doit pas dépasser 7 degrés à cœur. Une carcasse qui pèse 180 kg, quand vous la mettez dans un frigo entre 0 et 2 la nuit, quand vous la sortez à 6 degrés, vous pouvez la garder 5 ou 6 heures avant qu'elle dépasse 4 degrés.
Par contre, on ne la visitera pas aujourd'hui parce que le pavillon est à la volaille. Donc il va être un poulet d'1,5 kg dans un frigo entre 0 et 2. 12 heures après, si on mettait 6, il serait au-dessus de 4. C'est pour ça qu'on fait partir dans 6 heures de temps. Alors, ça sera parti où le marché sera fini aujourd'hui, ça sera à la volaille. Il faut qu'on atteigne les 4 degrés. Là, le faible poids des volailles, on a mis 3 degrés à l'intérieur du pavillon. Ce qui fait qu'on n'est jamais là. Européen, on a construit un pavillon flambant neuf. C'est-à-dire que le porc arrive de l'abattoir, et ici ils font toute la découpe, le jambon, tout au niveau jambon. Voilà. Et ça c'est le pavillon d'agriculture. En fait, je travaille sur des bâtiments organisés, mais l'essentiel après, déjà si c'était pas les... Absolument, absolument. Notre rôle à nous de société de gestion, c'est effectivement d'organiser ce marché, de le développer, de pouvoir répondre aux besoins de nos clients qui sont les grossistes, de leur donner les meilleures routines pour pouvoir exercer leur profession, et faire en sorte que tout arrive des avatars. C'est lui qui nous propose de leur service, c'est lui qui nous propose de tonnes de produits tripiers, 25 000 tonnes de viande en caisse. Nous avons autorisé les grossistes à vendre de la viande en caisse fin 1995, début 1996, après la crise de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine dite vache folle. Les grossistes du jour au lendemain étaient à moins de 80%. Aucun grossiste n'a déposé le bilan. L'État français a fait des reports de toutes les charges et nous avons fait des reports de tous les nourritions. Et aucun grossiste ici n'a déposé le bilan. Sur les 45 000 tonnes du pavillon, c'est comme au pavillon de la viande, 50% d'échanges intracommunautaires, Allemagne, Belgique, Pays. Donc on va traverser le pavillon. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Le chiffre d'affaires du pavillon,
c'est environ 240 millions d'euros et le volume du pavillon, c'est 45 millions. Mais donc les électricistes sont locataires. Alors, c'est pas locataire, c'est concessionnaire. Ils achètent une concession. Ils sont concessionnaires pendant la durée où nous avons la concession du marché. En ce moment, jusqu'en 2049. Et c'est cécile, ils peuvent céder leur concession. Oui. À partir du moment où, après l'avoir acheté, ils l'ont gardé 3 ans. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Aujourd'hui, ce taux de renouvellement est de combien? À peu Très près. peu. Très peu. Donc c'est pas un marché juteux. Ça fonctionne bien. Ah ouais. Ils ne se plaignent pas. C'est de la viande qui est découpée en abattoir et mise sous vide. Ah, ok. C'est une viande qui est plutôt destinée au restaurateur. Un restaurateur, lui, c'est pas un boucher, il va pas acheter une carcasse, il sait pas la découper. Donc s'il a décidé de faire des beefsteaks, il va acheter du cœur de rhum steak en caisse. S'il veut faire du filet de bœuf, il va acheter une caisse de filet de bœuf. Et tout est prêt. Dégraissé, il n'a plus qu'à couper. Donc c'est là que vous avez créé ça. Donc c'était au pavillon de la viande. Et pour les aider à traverser la crise de la vache folle, on a autorisé aussi le pavillon de la tréperie à vendre de la viande en caisse. C'est-à-dire en fait Oui, déjà débuté à l'abattoir. Tout à fait. Eric, c'est bon, j'ai السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا مرحبا. Là, vous allez pouvoir assister à un casting de tête de veau. On va passer de la tête de veau à la tête de veau doublée, qui se vend aux restaurateurs, aux collectivités, et qui est un plat traditionnel français, c'est la tête de veau. C'est un des plats préférés d'un de nos présidents de la République, qui s'appelait Jacques Chirac. Ça, c'est le produit fini, la tête de veau. Vous allez voir qu'on va de la tête entière à la tête de veau en 2 minutes. En seulement 2 minutes. Chez-vous un petit peu. On va s'arrêter là. Donc, vous pouvez constater, attends une seconde s'il te plaît. La main qui ne tient pas le couteau est protégée avec un gant en côte de maille. C'est-à-dire que quand s'il coupe, il ne peut pas se couper le doigt. Et il est protégé, là aussi, avec une côte de maille. Ça le fait rire, mais s'il se met un coup de couteau, il est bien content de l'avoir. Allez, c'est parti. Et vous allez voir qu'en 1 minute de temps... il n'y a pas de sarwell dedans. Ok, pas de problème. Donc là, il va enlever toute la peau qu'on appelle le cuir, en faisant bien attention de laisser les joues. Puisque la joue et la langue feront la viande dans la tête de veau bleu. Donc là, en 1 minute de temps, il enlève tout le cuir. Et voilà, le cuir est enlevé. On n'en parle plus. Maintenant, il va enlever la langue. Voilà.
la viande. Cuir, la viande. Ok. Viande, ça de cuir. Je veux, on va passer à la deuxième étape. Mon collègue. Voilà. Ça fait son tour. Donc la première étape, 1 minute. Deuxième étape, pareil, 1 minute. Donc là, il va couper la langue en deux, parce que dans la tête de veau, dans le cuir, on fait 2 têtes de veau roulées. Pour une tête de veau, il y a 2 têtes de veau roulées à l'arrivée. Donc là, il enlève les parties profondes de l'oreille et jette dans un bac. On verra tout à l'heure ce qu'on fait du bac. Et voilà, l'opération est quasiment terminée. Beaucoup de l'entonnoir. Et c'est fini. Et donc cette tête de veau roulée, elle peut se retrouver à midi ou dans une cantine scolaire ou dans un très grand restaurant étoilé à Paris. Ce qui fera la différence, c'est la sauce que fera le chef. Le produit de base, c'est le pain. Et là, on a vu qu'il jetait dans un bac. D'après vous, qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là dans le bac? Ça part en cosmétique. En cosmétique. Mais, on en a tous un petit peu quand on se met de la pommade. Ouais, ça part et c'est très bien accepté par le corps humain. Voilà, c'est le grade des produits cosmétiques. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Pour la cosmétique. Très bizarre. Là, il est là, il est là. Oui. Oui, et voilà le produit fini. Bon, comment ça s'appelle déjà? Tête de veau roulé. Tête de veau rouleau. Et c'est voilà, monsieur Sissako. Monsieur Gossi Sissako. Merci, monsieur Gossi. Merci. Nous on vient de Madagascar. Ah, ben merci.
22h et 2h du matin, c'est la partie approvisionnement, c'est-à-dire que c'est les produits de l'amont qui arrivent à Rungis. On concentre à Rungis, ça s'appelle la massification, on concentre à Rungis donc les produits. Donc les grossistes accueillent ces produits, les mettent en place dans la vente. À partir de 2h du matin, le premier pavillon qui ouvre le mardi, c'est la marée. À partir de 2h du matin, tous les pavillons de carreaux, c'est-à-dire là où il y a la vente physique, ouvrent entre 2h et 3h du matin. La vente physique se fait de 2h, 3h du matin jusqu'à midi. Tous les pavillons sont ouverts. On va prendre une journée normale demain. Tous les pavillons sont ouverts. À partir de midi, on ferme tous les pavillons, on arrête la commercialisation, il y a un peu de déjeuner, et dans l'après-midi, on fait toutes les opérations de collecte de déchets, de nettoyage, de nettoiement, pour qu'en fin d'après-midi, le marché soit à nouveau propre. Ensuite, il s'arrête en gros 18h à 22h, et à 22h, on reprend les approvisionnements. Et ça... Il y a deux chiffres alors. Il y a deux chiffres qui travaillent ou un seul chiffre? Ah, il y a plusieurs équipes, bien sûr. Toutefois, il y a 3 équipes qui travaillent. L'équipe d'arrivage, l'équipe de vente et l'équipe de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça tourne comme ça du dimanche soir, où les approvisionnements arrivent dans les pavillons qu'on va visiter là, sauf la volaille et la marée. À partir du lundi soir, tous les pavillons sont approvisionnés et le marché fonctionne encore le samedi matin. En fait, il s'arrête du samedi midi au dimanche soir. C'est le seul moment où le marché est vraiment à l'arrêt. Allez-y, café, goûter, si vous préférez. Les jours fériés aussi, alors ça dépend, il y a des jours fériés où ils souhaitent être ouverts, le marché est ouvert, et il y a des jours fériés qui sont fermés. Ça dépend un peu du moment, par exemple le jeudi, jeudi dernier, il y a une partie du marché qui était ouverte. Et pourtant c'était le jeudi d'Ascension. Les taillons, Allez, on continue. On va aller voir les fromages. Les talons. Merci, bonne journée. On reprend le douche. Alors déjà c'est comme le dimanche. Et puis après, si le 1er mai c'est fermé, il y a un certain nombre de jours. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a une période peut-être? Ah, les fêtes de fin d'année, là c'est ouvert, mais alors non-stop parce que c'est la plus grosse période de l'année. Ok, alors c'est quand même... Alors, place... Oui, écoutez.
Oui, il faut l'ouvrir. Alors là, voilà Bertrand Ambroise. Là, ce qui est intéressant sur la gauche, on a donc des logisticiens qui sont spécialisés dans les produits agroalimentaires, Transgourmet, on avait RNO, vous connaissez, spécialiste de la crevette, Sim, qui fait que de l'import-export de bananes, notamment, et de mangue. Donc on a à côté des pavillons physiques, toute cette zone d'entrepôt, avec des gens qui ne font que de la logistique, dont le métier c'est d'importer des produits, après de les réexporter. Donc là on va descendre et on va au pavillon du fromage. C'est des gens qui traitent des dizaines de tonnes, voire même des centaines de tonnes de bananes par jour, qui ont notamment des mûrisseries, c'est assez c'est-à-dire qu'ils permettent en fait d'adapter leur offre en fonction de l'état de la demande. Ils poussent un peu les frigos, les chambres de maturation pour les produits. À d'autres endroits. Non, non, c'est ici. Voilà, dans le back-office de leur bâtiment, ils ont, vous avez des grandes pièces qui sont des chambres de maturation pour les produits. Et en fonction de la demande, on accélère ou on décélère la mise en maturité des fruits. Oui, c'est donc si ça c'est pareil, ça c'est des gens qui ne font que de l'import-export. Même avec une alimentation notamment en Afrique de l'Ouest. C'est un opérateur de produits bio et Philidor, c'est un gros opérateur. RNO, gros opérateur du marché de Rungis, notamment sur les crevettes. Pardon? Je parlais de RNO. Ah, bah oui. Voilà. Et puis j'ai expliqué en fait ce qui est intéressant, c'est cette connexité entre aujourd'hui les grands logisticiens. Ouais. On a là une zone de logisticiens et des gens qui font beaucoup d'import-export, notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Et puis là, c'est plutôt ce tissu classique de. Avec un pavillon, nos pavillons produits bio là. Voilà. En pavillon noir. Là. Allez voir les fromages. Bienvenue. Rapide présentation. Donc vous êtes, comme vous pouvez sentir, en présentation du fromage. C'est un produit bien français, bien de chez nous. Deux bâtiments exclusivement, principalement réservés au fromage. Alors vous allez voir un peu de produits un peu différents, mais c'est du fromage. 400 références différentes en fromage. Alors il y a des milliers de fromages, mais il y a 400 fromages différents. Donc au milieu, après, vous allez découper en X produits avec des marques différentes. Mais c'est quand même, à l'époque du Général de Gaulle, il y en avait 300. Donc on a 100 de plus depuis 40 ans. Voilà. Donc là, vous avez la face immergée. Et en dessous, il y a aussi encore du fromage. On va aller encore plus. Oui, il y a des réserves, etc. Une vingtaine de professionnels qu'on appelle des concessionnaires, des grossistes, avec des grandes maisons comme des noms connus, Lactalis, c'est connu, Moulin, etc. Des sociétés internationales. Voilà, et c'est à peu près 60 000 tonnes de fromage tous les ans qui sont négociés, achetés. Il faut aimer le fromage. Ouais.
Mais enfin, ça sent bon. Hein. Oui, c'est un produit. Aussi, oui. Voilà, on vous propose de traverser. Alors, quels sont les grands avantages pour les producteurs de passer par le marché de Rungis et le marché français? Vous savez qu'on a compris à quoi servait le marché de Rungis. C'est-à-dire, on est sur un centre commercial. Okay. Vous arrivez dans un centre commercial, et là, le petit fromager, la petite société, le petit épicier, etc., il vient ici acheter. Le restaurateur, il va acheter un brie, voilà, il va venir ici. Voilà, il y a tout les avantages. C'est un grand marché ouvert avec des dimensions énormes, tout à fait, pour que chacun puisse trouver ce dont il a envie. Avec le choix aussi. Il y a un choix extraordinaire. Quelles sont références et encore que pour les Français. Oui. Alors je ne vous parle pas des Hollandais et des Suisses. Et des Belges qui viennent acheter, qui viennent récupérer aussi. Oui. C'est international ici. Aujourd'hui, ils essayent de toucher l'Asie. Oui. C'est quand même aussi un marché qui s'ouvre. Émergent, on va dire, parce qu'il faut les habituer, hein, c'est pas facile. À partir du moment où ils commencent à aimer le vin, et à faire... c'est marié. Voilà. Et donc c'est un mariage assez sympa. Alors là, il y en a certains, là vous voyez, l'auto, c'est la Thalys derrière.
Mais c'est quand même une carte de conservation. Ça leur permet d'alimenter leur étal de produits gros, pour pouvoir stocker. Voilà. Vous pouvez faire le tour des produits. Alors là, il n'y en a pas beaucoup parce que on est sorti d'un long week-end. Vous savez, il y avait l'ascension, tout ça, donc ça s'explique. Ça va revenir dans les jours qui viennent. Et alors, C'est bon signe, ça. C'est un peu vite, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Bien sûr. Mais le cycle est plus Ah, ça circule, ça circule. Le cycle est plus long que pour la viande, etc. Ici, évidemment. Sur Ça dure, ça dure. Quand vous regardez une nouvelle comme ça, il doit y avoir des essais dessus, la fabrication. En principe, hein. Voilà. 20 septembre. 20 septembre. Vous voyez, c'est le temps. Hein. 20 septembre 2019. Alors DDM, c'est une date limite. En moyenne, il reste ça va se faire la phase de semaine. Parce que la viande, c'est la journée. Vous avez le site de diversifier les produits présents, on remonte vers l'amont, vous allez chercher ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont, sur les fromages, ils ont à la fois des gros produits comme le camembert, comme tout, et puis vous avez un distributeur qui a, parce qu'il travaille avec la Savoie, qui est allé chercher le dernier producteur de bleu de Termignon où il reste un produit de terroir. Un produit de terroir où il y a 10 meules dans la journée. Mais c'est lui qui va le faire venir du fin fond de la vallée de la Maurienne, qui va l'amener à Rungis et qui va distribuer. Et c'est ce qui va faire l'originalité aussi du distributeur qui va distribuer ce produit. Autre exemple à la Marée, l'huître. Des variétés d'huître, vous avez une variété d'huître qui est la Rolls des huîtres, s'appelle la Gilardo. La Gilardo. Il y a un seul distributeur. Oui, il y a un seul distributeur sur toute l'avenue de la Marée. Il n'y a qu'un seul distributeur, c'est la Maison Blanc. Parce qu'il a une distribution. Madame Gilardo lui a donné la distribution exclusive de son produit, de l'huître. Donc c'est une relation directe qu'il y a. Le jour où Madame Gilardo décide de faire autre chose, elle fait autre chose. Mais à ce jour, c'est Blanc qui a établi une relation particulière avec Madame Gilardo pour devenir son distributeur exclusif. Voilà, c'est pour ça qu'il y a à la fois... Oui. Ça va directement ah oui. au grossiste, le grossiste directement au oui, bien sûr. Exactement. C'est pour ça que je dis que la vision d'organisation de l'époque des marchés d'intérêt nationaux, je pense que c'était la vision du moment pour l'alimentaire. Et on s'en rend bien compte parce que quand vous allez à l'étranger, à l'international, et que vous regardez le niveau de développement des pays qui souhaitent structurer leur alimentaire, on se retrouve souvent dans le même état qu'était la France à la même époque, où l'alimentation, l'alimentaire, la production, la distribution n'étaient pas structurées. Et les marchés d'intérêt nationaux, ça a permis à la France de structurer ces filières, de créer ensuite des filières avec des plateformes de massification et ensuite de distribution.
Là, vous pouvez enlever les blouses si vous voulez. Et après, les fruits et légumes, c'est pas en agrément sanitaire. Vous pouvez enlever la blouse si vous voulez. C'est fini? Il est prévu de leur donner des bouts, parce qu'ils veulent travaux national. Ah, non. Là, tu là-bas, tac, tu vas mettre 3-4 boucs. Allez, là, Vous avez fait tous les secteurs déjà? Oui, bonjour, donc je vous demande de vous mettre là pour ne pas gêner, je vais vous donner 2-3 explications. Ensuite on va traverser le bâtiment et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc bienvenue dans le secteur des fruits et légumes. Le secteur des fruits et légumes, c'est 7 pavillons comme celui-ci. Vous avez A, B, C, D, E et la même chose de l'autre côté. C'est un secteur où l'organisation du commerce des fruits et légumes se fait par 2 types d'entreprises. Les grossistes traditionnels, ceux que vous voyez ici, qui présentent la marchandise sur le carreau. Le carreau, c'est la rue, enfin on appelle ça comme ça. Et puis vous avez également des grossistes à service complet qui, eux, prennent la commande au téléphone ou par internet et qui vont livrer avec leur camion. Ceux-ci ne sont pas ici, ils sont dans d'autres entrepôts, d'autres bâtiments. Donc ici, c'est la partie où il y a le commerce, on va dire, c'est l'attractivité du marché, c'est-à-dire la vente de gré à gré. Ça représente 130 entreprises réparties sur les 7 pavillons. Et c'est le secteur le plus important, tout simplement parce que dans l'assiette, c'est ce qu'on a le plus, les fruits et légumes en général. Voilà. Alors très rapidement également, ce marché, vous savez qu'il a 50 ans, et donc le secteur des fruits et légumes a également 50 ans, mais en réalité il est ultra moderne, parce qu'il répond à 5 aspirations très importantes du consommateur. Vous savez que M. Michelin qui fait des pneus, en réalité il ne fait pas des pneus, il vend des kilomètres et de la sécurité, mais nous on vend le bonheur dans l'assiette. En réalité, on ne vend pas que des produits pour s'alimenter, on vend en réalité un art de vivre. En 2010, l'UNESCO a élevé au rang de patrimoine immatériel de l'humanité la gastronomie. Et en 2016, le repas gastronomique, français bien sûr. Donc s'il n'y a pas de Rungis, il n'y a pas de repas gastronomique. Et ce qui permet justement cette diversité de produits, c'est la concurrence. C'est quand vous trouvez côte à côte de quelqu'un qui fait le même métier, forcément vous cherchez des éléments de différenciation. Donc il y a les 2 principales aspirations du consommateur, c'est la sécurité alimentaire et les questions environnementales. Et bien Rungis y répond particulièrement. Sécurité alimentaire parce qu'on concentre en un même lieu des quantités incroyables de produits, donc les services vétérinaires peuvent contrôler. C'est pareil pour la viande, la volaille, le poisson, les fruits et légumes. La deuxième chose, les questions environnementales. Le marché qui a été créé à l'époque, qui était excentré de Paris, se trouve au cœur de l'Île-de-France. Donc les voies d'accès y sont. Là vous avez le train, la route, l'avion. Il y a juste le bateau parce qu'il n'y a pas de fleuve juste ici. Mais vous avez donc une approche environnementale remarquable puisqu'on va chercher avec des camions complets et on arrive et on est à 7 km du cœur de Paris, mais on est au centre de l'Île-de-France. Voilà, 2 principales aspirations. La troisième, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il y ait la concurrence. Donc les gammes sont extrêmement larges puisqu'on cherche des éléments de différenciation. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez 4 pommes. Une verte, une jaune, une rouge, une bicolore. Voilà, terminé. En France, ici, vous avez 25 pommes minimum. Parce qu'il y a la concurrence, donc je cherche forcément les autres variétés que mes concurrents. Voilà. Et puis le 4e point, c'est comme on est côte à côte, forcément, on tire les prix toujours vers le bas. Donc que ce soit du premium comme produit ou du produit standard, vous avez toujours le meilleur rapport qualité-prix. Et le 5e point, enfin, très très important, c'est qu'on fait vivre nos terroirs. C'est qu'un petit producteur de la campagne en France, où qu'il soit, il va trouver ici quelqu'un pour valoriser bien son produit. Voilà.
Donc 5 points qui font que c'est ultra moderne, malgré ses 50 ans. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis grossiste en fruits et légumes dans le bâtiment A2. Donc, je vous invite à visiter. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Hein 5,5 je te dis. Alors, je ne sais pas en valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1 400 000 tonnes de produits qui sont vendus par an dans le secteur des fruits et légumes. Et c'est bien sûr le secteur le plus important. Alors, en prix moyen au kilo, c'est pas le plus cher. Le poisson est plus cher, la viande est plus chère, c'est vrai. Mais en valeur, en volume, en tout cas, en valeur et en volume, c'est plus important. L'importation et l'exportation, ça Alors nous ici on exporte très peu, il y a un peu d'exportation parce qu'on va exporter à des restaurateurs un peu partout en Europe, même dans le monde pour certains pays. On peut dire que 50% des produits vendus ici sont des produits français, 50% c'est de l'importation, mais c'est aussi parce que les habitudes culinaires des Français ont évolué, on mange des bananes, des avocats, des mangues, et on ne va pas s'en passer. Alors vous remarquerez qu'on trouve de très bons produits, mais on trouve à peu près les mêmes produits un peu partout. C'est-à-dire que si jamais, imaginez, PSE est fermé demain, on peut pas le trouver partout ailleurs. C'est cette hyper-concurrence qui fait que ce marché est très attractif. En vérité, c'est un aimant. Il attire les clients ici. Parce que vous y trouvez de tout. Vous êtes grossiste. Moi, je suis grossiste au bâtiment A2. Et vous faites aussi des fruits tropicaux? Oui. Oui, absolument. Moi, je fais tous les produits. Et vous êtes sur un jour depuis combien d'années? شنو دخل فيها؟ Spécialise, elles sont toutes un peu spécialisées, mais ici, Maria, il fait que des bulbes, ail, oignons, pommes de terre, échalotes, vous voyez. C'est sa spécialité. Même endroit, on sent que on très fortement non, l'ancien
je prends cet exemple-là parce que ça me parle. Moi, je suis né en 65, l'ancien pays communiste où tout était réglementé, il n'y avait pas la concurrence, et ben, il y avait pénurie en réalité. Il y avait pénurie. Moi, je pense que le capitalisme en France, c'est une folie de la même manière. Mais quand c'est contrôlé, quand les règles sont définies et qu'elles ont été intelligemment pensées, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Alors vous voyez, l'offre ici est concentrée quand même, puisqu'il y a 7 bâtiments, on ne peut pas s'installer en plus. Il y aurait 20 personnes qui vont venir, ils ne peuvent pas s'installer. C'est ça qui est important. C'est qu'on concentre l'offre. On la concentre à la fois en volume, il y a un espace dédié, et puis en temps. C'est-à-dire que les ventes vont commencer ici vers 4h30, vont s'arriver à 11h, elles vont arrêter à 11h le matin. Donc il y a un délai pendant une espèce d'enchère. Si on est allé trop longtemps, on casserait le marché. Et ça, c'est le boulot de l'État. Ça négocie grossiste par grossiste. Ah ben, moi, si vous êtes un client, vous allez aller chez monsieur en face, et dire voilà, vos abricots, ils valent combien. Vous allez chez l'autre là-bas, tes abricots, ils valent combien. Ah bah oui, c'est comme ça. Ah, moi, c'est pas les mêmes, c'est ouvert depuis 4. Alors, le lundi, c'est la journée la plus calme. Hein. On ne peut pas faire ça le vendredi, il y a trop de monde. Ça commence à 4h30, ça va s'arrêter vers 10h30, 11h. Ceci dit, tout ça, c'est un ensemble de politiques. Il y avait la politique agricole commune qui commençait, etc., qui a permis que l'agriculture puisse fournir et ainsi de suite. Oui, alors c'était vrai, cette politique était vraie surtout pour les céréales, les plus gros volumes. Dans l'arboriculture, c'est un peu différent. C'est vrai qu'en France, tout ce qui est mécanisé, pommes de terre, carottes, etc., il y a un gars avec un tracteur qui fait 250 hectares. Et tout ce qui est arboriculture, c'est beaucoup de main-d'œuvre. L'ouverture de l'Europe a beaucoup fait tort à notre arboriculture, avec des pays comme l'Espagne qui arrivent à produire des pêches, c'est quand même, ça reste un problème. Pomme de terre, c'est plus simple, c'est très mécanisé. Et par exemple, comment est structurée la filière haricots, asperges? Parce que bon, on travaille beaucoup sur le bio, par exemple, à Madagascar, et sur ces produits-là, et je voulais savoir comment est-ce que ça se structure, comment est-ce que est-ce qu'on doit toujours passer par des importateurs pour les... Oui, alors, dès qu'on parle de produits outre-mer, il faut passer par un importateur. C'est vraiment son métier. Vous savez, on a tendance à penser, c'est une erreur que commettent les gens, de penser que l'intermédiation, ce serait une erreur. C'est proche, et que dans le commerce, ce serait une erreur, mais par contre, sur le plan politique, ce serait une bonne chose. En réalité, la fonction première du grossiste, au sens de primauté, 1 est plus grand que 2, parce que si les parents ne faites pas 2, il faut 2 fois 1. Eh bien, la fonction première du grossiste, c'est d'aller chercher les produits sur les lieux de production et ramener proche des lieux de consommation. Voilà. Donc pour ce qui est des productions de tomates en Provence, moi j'appelle mon producteur, j'affrète un camion, il me livre. Mais quand il s'agit d'importer de Madagascar ou d'Afrique du Sud ou de Bangui, c'est autre chose. Je ne sais pas forcément parler. Il faut des techniques, il faut savoir régler les problèmes d'incoterms, de douane, de bateaux. La question des avances financières est différente. Et donc, ce n'est pas forcément le métier du grossiste, c'est le métier d'un importateur. Je trouve que moi, également, je suis importateur. Donc, je sais d'autant mieux en parler. J'ai une société Magellan. Donc, ma société d'émettre achète tous les produits en Europe. Et la société d'importation, je fais ce qui est à l'extérieur, outre-mer. On va sur Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment un métier de filière. Donc celui qui a, à Madagascar vous avez des produits, il faut s'adresser à un importateur. Voilà. Et alors après, en général, en France, c'est comme ça que ça se passe. C'est que toutes les producteurs d'asperges, par exemple, ont un syndicat ou appartiennent à une corporation qui défend leurs produits, qui le promeut, qui l'organise. Mais ça, c'est spécifique à chaque filière, en généralisant ça. Et donc vous avez une base de données certainement d'importateurs Oui, ils ne sont pas nombreux, vous savez, ils sont une quinzaine d'importateurs et tout à fait, ils sont des hyper spécialistes. Voilà. Mais ce qui est très intéressant pour les gens qui produisent, c'est de venir sur les marchés où ils veulent vendre et voir comment ça fonctionne, regardez, comment c'est conditionné, regardez la qualité des produits, la normalisation. Souvent les gens se disent, moi je produis, mais si je n'essaye pas de produire, il faut produire. Les produits arrivent avec un produit fini qui ressemble à ça. Voilà. Donc il faut regarder ici d'abord. Moi je dirais que celui qui veut produire et exporter, il faut qu'il vienne là où il veut exporter et regarder ce qui se fait. La carotte qui est là, c'est un produit local ou c'est français?
ce que ça représente Madagascar. Madagascar est essentiellement connu pour le litchi. Pour le reste, presque pas, voilà. Je pense que c'est dans les mains d'un certain... Enfin, je ne connais pas très bien, mais c'est comme un monopole, quoi. Il y a 2 entreprises qui importent, c'est pas très facile. Voilà. Pour ce que j'en sais. Madagascar, c'est le litchi. Ça vous intéresserait? Oui, nous on est curieux, on est toujours intéressé à ce qu'un producteur peut apporter de nouveau à nos clients. Bien sûr, on est intéressé. Et on peut également se positionner aujourd'hui comme dans les fruits de la passion. Pardon, je n'ai pas compris le début. Fruits de la passion également, on essaie de développer. Écoutez, il y a d'autres produits maintenant. Les Français ont tendance à voyager de plus en plus et quand ils voyagent, les produits, ils disent c'est drôlement bon, ils aimeraient bien le retrouver. Puis aussi une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes issues de l'immigration dans ce pays qui ont des habitudes culinaires qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de M. Batali ou de moi, et donc qui nous réclament des patates douces, du manioc, etc. La banane mûrie, on la fait mûrir, c'est essentiellement en Occident, en Amérique, mais sinon la banane est plutôt cuite comme légume dans le monde. Forcément, on a une clientèle, donc elle est demandeuse de ce type de produit. Forcément, on leur propose. L'ananas, vous le prenez d'où en ce moment? Costa Rica? Un peu partout, ça vient beaucoup d'Afrique ou d'Amérique centrale, beaucoup d'Amérique centrale. Beaucoup d'Amérique centrale. Bien sûr. Mais je crois que Madagascar a un terroir assez exceptionnel où on peut faire beaucoup de choses. Mais après, je pense que c'est une question de volonté politique et d'organisation. Moi, je porte l'ingénieur de personne, mais il faut des routes, il faut des entrepôts, il faut des ports, il faut des transitaires. Il faut aussi, donc voilà. Il faut régir, quoi. Il faut régir pour recevoir, mais il faut l'organiser. En fait, ça vienne en paqueté comme vous le recherchez. Oui, il faut que ceux qui veulent exporter viennent ici voir les produits, comment ils doivent les faire. Ouais. Vous savez, les Japonais, il y a 40 ans, ils sont venus ici et ils ont copié ce que faisaient les Français, les Allemands, etc. Et c'était très bien. Ils ont commencé par regarder les photos, c'est les Japonais en présent. Voilà. Puis à un moment donné, ils ont dit, nous, maintenant on a la science, on sait le faire. Ils font des choses extraordinaires. Mais au début, il faut copier. Il faut imiter. Il ne faut pas essayer d'innover. Il faut imiter. Voilà. C'est pour ça que l'État est là, fortement représenté, avec le secteur privé. Donc. Voilà. Bon. J'espère que... En termes de surgelé, juste dans toute la filière surgelée, on est vraiment dans le frais. Nous, c'est vraiment du frais. Surgelé, on aime moins bien. Regardez, on est tout frais. On n'est pas sorti du congélateur. Voilà. Peut-être qu'on nous y mettra un de ces jours. Bien, je vous souhaite de continuer une bonne visite. Vous aurez vos nouvelles prochainement. Entendu, merci. Au revoir, messieurs, dames. Et là, vous êtes un... Oui. On est exportateur, producteur? Oui, je suis déjà client de fournisseurs de compagnies fruitières. D'accord. Carreau des producteurs. Thibaut, le carreau des producteurs, en fait, le carreau des producteurs regroupe l'association des producteurs de l'Île-de-France, qui est notre interlocuteur pour la gestion et la location de ce bâtiment, et ensuite l'association loue à ses adhérents des petits espaces de vente avec une caisse tout au long de l'année. La particularité de ce bâtiment, c'est que la production est telle que les 5 journées de la semaine sont trop importantes pour venir distribuer leurs produits. Les grosses journées d'affluence sont le mardi, jeudi et vendredi. On va dire que 3 jours par semaine, le carreau est particulièrement rempli à cette période de l'année. Bien sûr qu'au mois de janvier ou au mois de février, les producteurs de salades, de fraises ou de tomates ne sont pas présents. Mais on a quand même un flux permanent de producteurs. C'est dommage que vous soyez là lundi, vous auriez été là demain.
main, ça aurait été beaucoup plus intéressant de acheter ce bâtiment. Voilà, en gros. Ils ont deux types de clients, des clients au même titre que les grossistes qui peuvent venir se fournir directement au niveau de leur petit carreau de vente, mais ils ont aussi un système de distribution avec des grossistes. On a des producteurs d'Île-de-France qui vendent aussi aux grossistes. Un système de distribution. Et ensuite, ils se sont regroupés en association pour avoir un bâtiment fermé, une infrastructure beaucoup plus confortable qui leur permette de continuer. Et voilà, c'est historique au niveau du marché. Ouais, la différence avec les autres, c'est qu'il n'y a pas de stockage ici. Hein. En fait, ils viennent avec leurs produits, ils vendent une partie de leurs produits, et ceux qui ne vendent pas, ils le ramènent dans leur exploitation. Ça peut être vendu à d'autres achats, mais le principe, c'était de pouvoir regrouper sur une même aire de vente l'ensemble des producteurs de l'Île-de-France, alors que vous avez et des produits qui sont des produits de terroir. Ce que je disais tout à l'heure, comme on revient maintenant encore une fois à la proximité au terroir, c'est vrai que le fait d'identifier pour les acheteurs, d'identifier comme le bio, d'identifier un pavillon qui est un pavillon des terroirs français pour les fruits et légumes, c'est très intéressant parce que ça, vous avez même des chefs de restaurateurs qui viennent se servir sur le carreau pour une question de fraîcheur, mais aussi pour une question de filière, pour pouvoir dire que ce qu'ils mettent sur leur table, c'est des produits de terroir de l'Île-de-France. Je disais à madame tout à l'heure, l'Île-de-France est en train de redévelopper à nouveau un programme pour remettre en culture un certain nombre de terres agricoles qui sont actuellement pas exploitées, pour remettre les agriculteurs effectivement dans l'exploitation de terre, parce qu'on veut redévelopper à nouveau en Île-de-France des maraîchers, des producteurs, de l'élevage, pour avoir effectivement des produits de terroir, des produits d'Île-de-France. Parce qu'on réduit souvent la région Île-de-France à Paris. En fait, la région Île-de-France est une des plus grandes régions agricoles et maraîchères de France. Simplement, on va y mettre des capitaux et la région, la présidente de la région souhaite développer, effectivement, redévelopper à nouveau ce volet agricole pour l'Île-de-France. Donc c'est important que ce carreau existe et il est possible que dans les années à venir, on ait peut-être une nouvelle surface pour le bio, pour développer à nouveau des produits de terroir. Une question, il y a des critères d'éligibilité pour les producteurs pour accéder Ils sont propres à l'association. Propre à l'association. C'est l'association qui délivre. Et toute association peut accéder ici dessus. Il y a encore aussi des critères. Non, l'association des producteurs d'Île-de-France, à son président, gère l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire que nous, il y a une seule association. Une seule association. Nous n'avons qu'un seul interlocuteur, l'association des producteurs. C'est ensuite l'association qui, avec son règlement interne, je participe à ces assemblées générales en tant que chef du secteur fruits et légumes, à leur conflit et statut également. Lorsque un des adhérents ne respecte pas le règlement intérieur de l'association, il peut être exclu du carreau par... Et qui a imposé cette règle ici? C'est l'État? Alors, au départ, c'est historique, puisque sur le marché de Rungis, on a toujours eu aussi des producteurs de France. C'est pas que les règles n'ont pas changé, c'est-à-dire que même si la production avait beaucoup évolué, l'évolution du marché fait qu'on a un grand nombre de grossistes avec des produits qui arrivent du monde entier. Il y avait toujours au niveau de la région des producteurs qui étaient sur le marché de Rungis, qui avaient des emplacements dédiés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, juste des petits hangars ouverts. Ils se sont regroupés ensuite en association pour pouvoir bénéficier d'un bâtiment. Voilà. Le principe. Merci beaucoup. Moi, je me raccompagne. Ah, d'accord. Je suis président du marché. Oui, mais au-delà de ça, c'est pas une fonction, ça. Si c'est là, il faut que ce soit mon métier. Mais le président a comme un nom. Comment? Vous avez comme un nom? Je suis monsieur Layani. Oui. Je suis président du marché de Rungis. D'accord, merci. Moi, je suis journaliste. Ah, je vous crains, vous me demandez.
Oui, vous avez une carte de presse. Il a une carte de presse. Bah oui, quoi. Ça tout de suite, Bertrand, il voit tout de suite la plus jolie. Hein. À bientôt. Ok, merci. Au revoir. C'est ici que le chemin se quitte? C'est pas, oui. Oui. C'est ici. Alors, monsieur le président, au plaisir. Comment vous voulez? Ce sera toujours très très bien. Vous êtes dans quel secteur, vous? Alors, moi, je suis le secrétaire général à la présidence. Monsieur le secrétaire général. Je vous enverrai un email aussi, donc vraiment très enchanté. On s'embrasse? Oui, on se voit très très vite alors. Je vais vous dire, vous avez un président jeune. Il faut que dans les 100 jours, il fasse les réformes qu'il veut faire. Attention, on ne tournez pas. Hein. Au revoir, C'est dommage. monsieur. Au revoir, monsieur. Ce sera sur YouTube. Merci. C'est plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors moi j'ai pas encore de carte, mais pas de problème. j'avais le contact déjà de... Voilà. Au revoir. Au revoir. Hein. Merci beaucoup. Fin de journée. Au revoir. Très bien. C'est un long voyage. C'est direct là ou... Oui, oui, ça va être direct. Ouais. Ah super. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir aux journalistes. Au revoir monsieur le journaliste. Au revoir, Patrick Zano.